Les frappes russes ont privé d'eau et d'électricité des millions d'Ukrainiens alors que l'hiver est déjà là. La situation des hôpitaux inquiète. La Chine continue d'appliquer sa politique zéro Covid sur fond de hausse des contaminations, mais la population cache de moins en moins sa colère. En cette 5e journée du mondial, Cristiano Ronaldo est entré ce jeudi dans la légende de la Coupe du Monde. Le Brésil a de son côté réussi avec brio son entrée dans le tournoi. Alors que l'Ukraine est en partie privée d'électricité, la situation des hôpitaux inquiète. Le directeur régional de l'OMS pour l'Europe est venu témoigner son soutien aux soignants de la ville de Dnipro en manque d'équipement pour assurer la continuité des soins de santé. Des générateurs électriques ont notamment été fournis alors que même les salles d'opération sont parfois plongées dans le noir et que l'hiver est déjà là. Les températures actuellement tournent autour de 0 degré et elles descendront bientôt jusqu'à -20. En ce moment, il y a une panne d'électricité dans toute la ville et dans toute la région. Comment un hôpital peut-il fonctionner sans électricité? Comment les maternités peuvent-elles fonctionner sans incubateur, sans stockage de vaccins, sans réfrigérateur? À Kiev, la capitale, les habitants manquent d'électricité et d'eau après les dernières frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Des frappes qualifiées de crimes de guerre par le président Volodymyr Zelensky et par ses alliés occidentaux. Le gouvernement ukrainien a installé près de 4000 tentes à travers le pays où les habitants peuvent venir se réchauffer et recharger leur téléphone portable. 9 mois après le début de l'invasion russe, les Ukrainiens se préparent à affronter un hiver particulièrement douloureux. Après la récente dispute entre Rome et Paris, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour évoquer les propositions de la Commission européenne visant à réduire les flux de migrants en direction du continent. La Commission appelle les États membres à accélérer un plan de relocalisation que quelques pays européens ont accepté en juin dernier, mais le document suggère également de consacrer 600 millions d'euros de financement pour les pays d'Afrique du Nord. Maintenant, la question la plus délicate concerne les navires des ONG humanitaires. La question est de savoir si les pays doivent prendre en charge ces navires et les migrants qu'ils sauvent en mer. L'Italie, Chypre et Malte soutiennent que les États dont dépendent ces ONG doivent assumer leur rôle. J'ai demandé à Juan Matías Gil, chef de mission chez Médecins sans frontières, ce qu'il pensait du plan concernant le rôle des navires de sauvetage des ONG. Le gouvernement italien, dit-il, fait référence à quelque chose qui n'est écrit nulle part dans la loi. La loi ne dit jamais que l'État dont dépend le navire doit prendre en charge les urgences en mer et les navires battant leur pavillon. Nous insistons sur le fait que nous nous conformons à 100% à la loi. Nous faisons tout ce que nous devons faire conformément à la loi. Ceux qui ne respectent pas leurs obligations sont les États membres. Ils ne coordonnent pas les sauvetages et n'attribuent pas automatiquement un lieu sûr comme ils devraient le faire. Nous n'avons donc pas besoin d'une nouvelle loi, nous avons juste besoin que les États membres ou les signataires de la Convention internationale respectent leurs engagements. La Commission européenne reste ferme à l'égard du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Elle insiste sur une coupe de 20% des fonds européens accordés à Budapest pour les 7 prochaines années, soit 7,5 milliards d'euros. L'institution juge que les 17 mesures proposées par la Hongrie pour lutter contre la corruption sont insuffisantes et que les autorités doivent faire plus pour débloquer la totalité de l'enveloppe. Le Parlement européen est sur la même longueur d'onde. Les eurodéputés ont approuvé jeudi une résolution qui demande à l'Union de ne pas verser l'argent sans véritable changement. Ils ont fait beaucoup de promesses et oui, ils ont changé quelques lois. Mais nous voulons voir ces changements réellement à l'œuvre. Nous voulons voir la corruption disparaître en Hongrie. Nous voulons voir l'état de droit fonctionner. Oui, il y a des signaux dans la bonne direction de la part du gouvernement hongrois, mais l'évaluation du Parlement est que nous sommes loin de la mise en œuvre complète des 17 mesures. Le gouvernement de Viktor Orbán est pointé du doigt depuis plusieurs années pour le recul démocratique du pays et pour une corruption systémique. Pour la première fois de son histoire, l'Union a d'ailleurs déclenché au printemps dernier le nouveau mécanisme sur l'état de droit.
Cet outil permet la suspension de l'aide européenne. Budapest estime avoir fait sa part du travail avec l'adoption de nouvelles mesures anticorruption et une réforme des appels d'offres publics. Le ministre hongrois en charge du développement régional et donc des fonds européens assure que son pays ne perdra pas un seul centime. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il parle de suspension. Il ne parle pas de supprimer cet argent. À la lumière de nos engagements, nous pourrions toucher ces fonds. Lorsque nous avons pris ces engagements, nous avons aussi présenté un calendrier de mise en place. Cela a été approuvé par la Commission et ils savent très bien que pour ce délai, pour le 24 novembre, nous ne pouvons pas tout accomplir. La Hongrie fait face à une inflation record, un déficit public important et dispose d'une monnaie affaiblie. L'économie dépend donc des fonds européens. Les États membres se prononceront au début du mois prochain sur cette suspension de l'aide européenne et sur le plan de relance hongrois. L'accord entre la Serbie et le Kosovo sur les plaques minéralogiques est-il un premier pas vers la normalisation des relations entre les deux pays ? Belgrade a accepté, sous l'égide de l'Union européenne, de ne plus délivrer de plaques d'immatriculation portant des dénominations de villes kosovares. En contrepartie, le Kosovo a renoncé à faire remplacer les plaques concernées déjà existantes. Les parties conviennent que tous les éléments de l'accord doivent être mis en œuvre. J'inviterai les parties dans les prochains jours pour discuter des prochaines étapes. Je tiens à souligner que nous avons également convenu qu'en cas d'obstruction par l'une ou l'autre des parties, le négociateur de l'UE pourra mettre fin au processus. 10 000 membres de la minorité serbe du Kosovo étaient visés par une décision de Pristina visant à remplacer leurs plaques d'immatriculation émises en Serbie par des plaques de la République du Kosovo. Le président serbe Aleksandar Vučić se félicite que cette mesure ait été enterrée. Le plus important pour nous était que les personnes roulant avec ces plaques sur le territoire du Kosovo puissent continuer à conduire leur voiture sans risque de contrôle ou d'amende. De son côté, le Premier ministre kosovar Albin Kurti estime après cet accord que le dialogue entre les deux pays va pouvoir entrer dans une nouvelle phase afin de tenter de régler les problèmes fondamentaux. L'heure n'est pas aux petits pas techniques, mais à trouver une solution définitive et je m'y engage pleinement. La crise autour des plaques d'immatriculation a réveillé un conflit plus profond entre la Serbie et le Kosovo, Belgrade refusant toujours de reconnaître l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province. Alors que les pays occidentaux semblent en avoir terminé avec la pandémie, la Chine, elle, continue d'appliquer sa politique zéro Covid avec son lot de confinement, de tests PCR, de fermeture de commerce et autres restrictions sanitaires strictes. Les autorités ont annoncé ce jeudi un nouveau record de contamination, plus de 31 000 en 24 heures, en grande majorité des cas asymptomatiques. Des chiffres qui semblent toutefois bien dérisoires, rapportés à la totalité de la population chinoise. Résultat, des quartiers entiers de grandes villes sont confinés. C'est le cas notamment à Chengdu, ville industrielle du centre de la Chine, où les autorités ont ordonné jeudi le confinement de plus de 6 millions d'habitants. Épuisée par les restrictions sanitaires, la population ne cache plus son exaspération. De violents affrontements ont éclaté mercredi aux abords de l'immense usine d'iPhone de la ville. Les employés, déjà lassés des restrictions sanitaires, ont laissé éclater leur colère après le versement d'une prime nettement en dessous de leurs attentes. Cristiano Ronaldo a beaucoup parlé ces derniers temps, mais ce jeudi au Qatar, CR7 a laissé parler son football avec la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana. Grâce à son penalty à la 65e minute, Ronaldo est surtout devenu le premier homme à marquer dans 5 Coupes du Monde consécutives. Dans l'autre match du groupe H, l'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0 à Education City, ce qui signifie que l'équipe de Fernando Santos est en tête du groupe H. Dans le groupe G, Richarlison a inscrit un doublé pour offrir au Brésil une victoire convaincante 2-0 sur la Serbie. L'attaquant des Spurs a ouvert le score à la 62e minute avant de sceller l'affaire 10 minutes plus tard d'une superbe volée. Au classement général, cette victoire permet au quintuple champion du monde de prendre la tête du groupe devant la Suisse qui a battu de son côté le Cameroun 1-0.